culture du Haut-Léon, plus spécialement la culture du pays de Schelgen. Accueillez les Dansarian Tévisio. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par vous présenter le costume d'homme que nous portons, Gwendal et moi. Donc, c'est un costume de paysan, de cérémonie ou du dimanche. Donc, des années 1910 à 1930. Il faut savoir que le costume n'a pas vraiment évolué jusqu'aux années 1990. C'est un costume qui se rapproche du costume, de l'uniforme. Donc on a pour commencer le chapeau, qui est en poil de lapin ou en feutre. Alors il y a également les guides qui sont en velours et qui sont accrochés avec une boucle. Alors cette boucle peut être ciselée ou ajourée, et en fait en fonction de la richesse du propriétaire, elle est plus ou moins travaillée. Pour la chemise, alors c'est une chemise blanche avec un plastron amidonné, et les boutons ne sont pas cousus, ils sont indépendants, ils peuvent être en nacre ou en laiton. Le col peut être plus ou moins haut et peut être amovible. Donc voilà pour la chemise. Et donc, on peut bien voir le plastron parce que le gilet donc, est ouvert sur le devant et il porte une trentaine de boutons. Et ces boutons sont brodés en fil de soie. Et le motif, ça forme une étoile à 6 branches. Et donc, c'est brodé sur des petites rondelles de buis. Et ça prend un peu de temps à le faire. Pour des expérimentés, ça prend 45 minutes, juste la broderie, donc avec la rondelle qui est déjà prête. Mais pour des gens moins expérimentés, qui n'ont pas forcément terminé comme moi, ça peut prendre 1h30. Voilà pour les boutons, et donc le gilet est refermé avec seulement les 2 boutons du bas. La veste qui ne se ferme pas est en drap de laine comme le gilet. Elle comporte 2 poches en pointe. Et il y a toujours la présence des basques, comme la coupe petite à la française. Voilà pour ce qui est de la veste et du gilet, je pense que j'ai fait le tour. Le gouris, c'est quand même une pièce importante du costume masculin. Donc c'est une pièce de coton qui fait 4 mètres sur 1. Et donc il y a des motifs qui sont apparents sur le devant, soit carreaux apparents ou non. Les pantalons, on peut avoir des pantalons plutôt sombres à l'époque donc d'après-guerre, ou sinon jusqu'à la fin des années 20, il y a des pantalons à rayures, carreaux, des pantalons clairs. Ils sont évasés dans le bas. Et donc pour terminer les chaussures, donc c'est soit des bottines ou chaussures montantes de couleur foncée. Voilà pour ce qui était du costume masculin. Bonjour, moi je vais vous parler des spécificités de la coiffe de cérémonie de notre territoire. Donc notre territoire, le pays Schelgen, la coiffe de cérémonie, la coiffe et la sparle, elle est portée sur les 26 communes autour de l'indivision. Elle est composée de 3 parties, le fond de coiffe, le bas-volet et la visagière qui se termine par des ailes. Comme beaucoup de terroirs, on a plusieurs types de coiffes. La coiffe de travail, la coiffe de deuil, la coiffe du dimanche, mais bien sûr aussi la coiffe de cérémonie. Donc pour cette présentation, on va mettre
On va parler pour la coiffe de cérémonie des coiffes qui sont portées par les femmes du monde paysan lors des mariages ou lors des pardons lorsqu'elles portent une enseigne ou une bannière. On distingue 3 grandes évolutions de la coiffe de cérémonie sur notre territoire que je vais vous présenter. Donc à partir du milieu du 19e siècle, Ninoc, tu peux t'avancer. Nous avons des coiffes en... Alors, la coiffe de cérémonie, par rapport aux coiffes ordinaires, est plus travaillée. Elle est faite dans un matériau plus noble et elle va avoir beaucoup de broderie. À partir du milieu du 19e siècle, la coiffe est majoritairement en coton, brodée à la broderie blanche de type broderie anglaise. Tu peux te tourner, Ninog. On voit donc un grand bas-volet brodé, ajouré de broderie, et donc des grandes ailes bordées de dentelle. À partir vers la fin du 19e siècle, on va avoir la coiffe que porte Margueux, donc qui va être plutôt en tulle brodé. Voilà, donc on voit que le bas-volet, donc tu peux te tourner s'il te plaît, le bas-volet est beaucoup plus petit, les ailes aussi sont beaucoup plus petites, donc on a encore un fond de coiffe qui est un petit peu, qui prend toute la tête. La broderie du fond de coiffe est faite c'est en tulle brodé. On a des motifs dits en semis qu'on voit bien sur la coiffe de Margueux. Voilà. Et donc, tu peux te retourner. Les ailes sont brodées, peuvent être rehaussées au crochet. Et donc, on a collecté aussi, alors là, on n'en a pas, mais on a collecté quelques coiffes aussi en tulle brodée carrée. Et à partir du XXe siècle, donc c'est la coiffe en filet noué brodé, donc Florence, tu peux avancer, Anaïs aussi. Océane aussi si tu veux. Donc le filet noué et brodé, donc on a voilà le fond de coiffe en filet noué. Les ailes sont brodées d'une part de broderie et d'autre part d'un croquet. Donc le filet, c'est la technique reine de nos coiffes. Il est soit, donc en fait, il est obtenu par il est fait de façon irrégulière. Il est obtenu par un jeu de mailles. Donc le motif se dessine par un jeu de mailles différentes. Et donc il peut être fait directement sur la coiffe. Le filet peut être fait directement, ou alors on peut repasser des fils sur un filet de mailles carrées. Ce qui concerne la broderie, on a des broderies, comme sur la coiffe de Florence, qui sont faites directement sur la coiffe. On a des plus petits motifs. Le filet permet de faire des motifs très différents sur les coiffes, ou comme sur Anaïs, de la broderie de Touraine, qui est réappliquée sur la coiffe. On a retrouvé des broderies, des motifs des broderies qui ont été réappliqués sur plusieurs coiffes quand le filet était trop abîmé. Bon, dans le Léon, il n'y a pas de petite économie, donc voilà, si on peut se resservir des choses. Voilà en ce qui concerne la broderie des coiffes, donc on voit qu'on a plusieurs broderies différentes. Et on a même si on a eu majoritairement la sparle, avec, voilà, j'ai pas dit, mais au niveau des ailes, on pouvait alors on a eu quelques fois où les ailes étaient mises en couronne. Là, elles sont mises plutôt en 8, et donc on appelait la coiffe aussi la numéro 8. Et donc on va finir avec la cornette qui a été portée, mais plus rarement pour les mariages sur le pays de l'Andivisio. Voilà, en tulle brodée. Donc on a deux grandes larges bandes de tulle brodée qui sont rattachées au fond de coiffe et qui
voilà, qui sont positionnés par chevauchement et qui forment un cône. Et on voit largement, le tulle est largement brodé. On a eu aussi quelques collectages pour finir de mariage sur le pays de l'Andivisio avec des coiffes plutôt de ville qui étaient plus proches de la coiffe de Landerneau ou de Brest. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur les spécificités. Alors, je reste sur les coiffes. Du coup, les ailes, elles me semblent un peu plus fines que ce qui est présenté sur les photos, enfin, ou plus ajourées, plus légères. Je ne sais pas si c'est une illusion, enfin un effet d'optique. Elles auraient en plus en dentelle pleine que... Alors, il existe plusieurs styles de techniques pour agrémenter les ailes. Après, on ne va pas pouvoir dire qu'on n'a pas bien fait parce que toutes les coiffes sont authentiques, donc on n'a pas changé les visagères. Il y a eu plusieurs modes. Ici, on est à Guiclan, et c'est vrai que sur cette partie du terroir, on est plutôt sur des ailes assez massives, en tulle plein ou avec des motifs assez resserrés. Et c'est dans ce coin du terroir où on a des ailes vraiment très larges. C'est pas forcément ce qu'on trouve le plus beau. Du coup, bon, ça existe, ça s'est fait, mais voilà, il y a eu un peu de tout. Et après, je pense qu'il y a aussi peut-être un effet d'optique sur la photo qui le fait que ça floute un peu. Ouais, mais sinon, la grande majorité, on est quand même sur une base de 1 ou 2 rangs de filets, un croquet en bas pour rigidifier, et après on est sur de la dentelle de Saint-Gall ou de la dentelle chimique au-dessus, souvent fleurie, pour cette période, par exemple, sur la photo ici. Je suis curieuse. Attendez, je relis, j'avais préparé une question en fait en lisant votre dossier. Alors, oui, alors je suis très étonnée, mais c'est une belle surprise. Je viens sur vos vêtements hommes. On est sur une période de 1910 à 1930, avec ce grand bouleversement de la Première Guerre mondiale. Alors, je sais pas, enfin, j'ai l'impression que, enfin, vous avez quand même conservé un port traditionnel à une époque où sur tout le territoire, l'homme adopte comme, enfin, pas votre territoire, le territoire national, l'homme adopte très largement, surtout au retour de la Première Guerre mondiale, la mode citadine. Et enfin, est-ce que ça constitue vraiment une spécificité, ou alors vous avez connaissance d'un port un peu plus citadin, enfin, je sais pas comment. Ouais, mais je comprends. Oui, oui. Alors, il y a eu les deux. Très, très affirmé, en fait, votre mode sur cette période, surtout après Première Guerre mondiale. Ouais, et les photos, les documents d'ailleurs sont plutôt intéressants, puisqu'on voit il y a des jeunes hommes et des personnes beaucoup plus âgées aussi. Ouais, alors il y a... faut savoir que notre costume, comme l'a dit Alan, il est assez uniforme sur le terroir. On n'a pas vraiment de façon de se démarquer. La façon dont on le porte, c'est la façon dont il est porté dès le début du XXe. Et les derniers hommes qui l'ont porté sont de Sizun en 1990. Il faut savoir qu'on a sur notre terroir un découpage de la société assez original, comme on peut retrouver en Inde, ce sont les castes. Donc ça existait beaucoup au 16, 17, 18e siècle, donc avec la caste notamment des Julaudettes, qui était le haut du panier. En fait, c'est quelques familles, et en fait qui ont été attachées au port de ce vêtement-là. C'est vrai que jusqu'à la Première Guerre, tout le monde porte le costume paysan. Alors tous les paysans, parce que les bourgeois et les gens de la ville passent en civil dès le début du XXe, mais les paysans ont gardé jusque dans les années 30 certains paysans, pas tous. Là on voit que c'est un double mariage. En fait on a les deux, on a un homme qui a gardé la mode paysanne et l'autre qui est passé en mode civil. Alors après il faut creuser un peu plus. On remarque quand même souvent que ceux qui gardent la mode paysanne sont souvent plus âgés. Alors c'est souvent des vieux garçons qui se remarient et du coup qui gardent le costume. On a aussi au retour de la guerre, tout un pan de famille qui ont décidé de reporter le costume culotte, l'habit, mais juste pour le mariage. Mais qu'après il n'aurait pas. Et après on a d'autres collectages
originale où on avait des doubles mariages entre un frère et une sœur qui se mariaient avec un frère et une sœur. Et puis il y a la mariée en blanc avec un gars en costume paysan, et de l'autre côté c'est l'inverse, c'est la sœur en costume avec le gars en civil. Et dans la famille on dit « Oh mais ceux-là étaient un peu plouquins, ils étaient un peu braisata ». Et du coup, il y a un peu de tout. Il y a énormément, dès les années 1920, comme partout, le civil. Mais on a quand même certains hommes qui ont, jusque dans les années 30, gardé le costume complet. Là, on voit bien qu'il a toujours sa chemise amidonnée qui poque quand il est assis. Ils n'ont vraiment pas du tout changé ce vestiaire. Très bien, merci. Je trouve ça beau parce que c'est vrai que chez les hommes, c'est moins évident. Souvent, l'identité comme ça, marquée. Merci. Très bien, merci beaucoup. Un grand merci au Cercle de l'Andivisio.